Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de participer à la fête de la science. Et nous allons de fait pendant 1 heure et demie débattre, discuter, écouter des spécialistes de la problématique de la conquête de l'espace extraterrestre. Alors est-il extraterrestre autant que ça? Nous le verrons, donc plutôt extra-atmosphérique, parce que peut-être que justement cet espace est toujours terrestre d'une manière ou d'une autre. Mais nous allons discuter de cela, un sujet passionnant qui connaît un regain d'intérêt d'ailleurs depuis quelque temps. Et c'est aussi pour ça qu'il a été décidé d'en faire un thème de débat de cette fête de la science. Et nous allons en parler avec trois spécialistes qui vont apporter des visions différentes et complémentaires. Et nous allons les présenter rapidement dans l'ordre qui sera celui de leur prise de parole. Donc, tout d'abord, Isabelle Sourbès-Verger, que vous avez ici au centre, qui est géographe, qui est directrice de recherche au CNRS, mais qui est aussi peut-être une des pionnières des études spatiales, en tout cas du point de vue des sciences sociales. C'est vraiment une des premières à s'être intéressée sérieusement à cette problématique de l'expansion dans l'espace extra-atmosphérique et de ses enjeux géopolitiques, technologiques, économiques, géographiques. Et c'est toujours un plaisir de l'entendre. Isabelle est une fidèle du site lyonnais, puisqu'elle est déjà venue souvent nous parler de cette approche. Et elle va commencer tout à l'heure à vous parler de cette problématique de la colonisation de l'espace. Cet espace est-il, comme il avait été dit en son temps, véritablement la nouvelle frontière? On se souvient du discours fameux d'un certain président des États-Unis. Est-ce véritablement une nouvelle frontière? Et c'est évidemment une question qui est aujourd'hui relancée par l'apparition de nouveaux joueurs dans cette conquête éventuelle de cette nouvelle frontière que sont évidemment la Chine, mais aussi l'Inde et un certain nombre d'autres pays dont on parle peut-être un peu moins. Ensuite, nous passerons la parole à Patrick Tholot, qui est situé ici. Patrick Tholot nous donnera une vision différente de cette problématique de l'appropriation de l'espace, puisque Patrick Tholot est planétologue, on peut dire ça, Patrick, voilà, à l'École normale supérieure de Lyon. C'est donc un de mes collègues. Et il parle beaucoup de ces temps-ci. Il nous a fait le plaisir à l'École urbaine de Lyon de tenir un cours public l'année dernière sur ces questions de planétologie, de planète, d'habitabilité de la planète, de conquête éventuelle de ces planètes, notamment Mars, puisque l'intérêt des planétologues, c'est aussi que leur réflexion sur l'habitabilité planétaire peut sembler un peu décalée de la réflexion qu'on peut avoir quand on fait des sciences sociales et qu'on interroge l'habitabilité de la planète Terre, mais vous verrez qu'en réalité, c'est quelque chose de très proche de questions qu'on peut se poser, vous et moi, aujourd'hui, face, par exemple, aux effets du changement global de plus en plus flagrant sur notre bonne vieille Terre. Et puis, nous passerons ensuite la parole à Philippe Clerc, qui est là-bas pour l'instant, mais qui changera peut-être de siège. Nous ferons un petit jeu de chaises musicales pour accéder à l'endroit où l'on projette le diaporama, qui, quant à lui, est juriste et il occupe une position assez singulière puisqu'il est responsable au CNES, directeur du service de compliance and ethics, donc de conformité juridique et d'éthique, et c'est tout l'intérêt aussi de cette position où il joint, oui, peut-être de façon un peu schizophrène, les questions de conformité juridique et d'éthique appliquées évidemment à la problématique spatiale, et il viendra nous parler justement de la façon dont le droit peut ou ne peut pas dire quelque chose de significatif sur cela, et permet aussi parfois de dépasser un peu les tartes à la crème qu'on peut lire et entendre et déguster, si je puis dire, sur la dimension juridique de la conquête spatiale. Voilà, le programme est donc fixé. Les trois invités vont parler un quart d'heure environ chacun, s'ils sont rigoureux. Autrement, je leur rappellerai que le quart d'heure est échu, à la suite de quoi je les relancerai peut-être sur une ou deux questions, et puis il y aura une phase où vous pourrez vous-même poser vos questions à nos trois spécialistes. Commençons de suite par toi, Isabelle. Merci. Bon, voilà, donc effectivement, comme le disait Michel Husseau, je suis géographe. Bon, je dirais que l'ouverture de la géographie spatiale, ça a plutôt été celle de Fernand Verger, qui, bon,
se trouve être aussi mon mari, mais là n'est pas exactement le sujet, qui était à l'origine, et je pense que ça donne une bonne idée de la manière dont les sciences humaines et sociales ont sait appréhender les questions spatiales, puisque lui était d'abord télédétecteur. En fait, c'était un géographe plutôt physicien, géomorphologue, et il a été un des premiers à utiliser les images que la NASA donnait en 1972 pour essayer justement à partir des images d'un satellite, ou plus exactement des données envoyées, des données numériques envoyées par ce satellite, essayer de voir comment on pouvait réinterpréter des paysages terrestres, ce qui l'avait rendu, je dirais, assez sensible aux questions spatiales. Et là encore, c'est un petit point d'histoire, mais en 1981, justement, le nouveau gouvernement Mitterrand avait souhaité renforcer les liens entre les sciences humaines et sociales et la technologie. Et du coup, je n'avais pas du tout prévu de commencer comme ça mon exposé, mais je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle et je pense que c'est important de rappeler que cette idée que justement on peut essayer de se parler entre sciences de la nature et sciences humaines, ou sciences dures et sciences molles, comme vous voulez, finalement, cette idée-là, elle n'a pas été autant poursuivie qu'on aurait pu l'espérer. Or, bon, l'espace aujourd'hui, c'est pas le plus récent des défis, mais l'intelligence artificielle, par exemple, ça en est un autre. Et je pense que de proposer, et c'est comme ça que moi, on m'avait proposé une bourse, de proposer des bourses pour des jeunes futurs chercheurs sur des sujets technologiques, c'est quand même une excellente idée. Donc, vous voyez, ça fait maintenant quelque chose, comme si je compte sur mes doigts, ça ne me rajeunit pas, 40 ans presque. Donc, bon, j'étais étudiante, hein, je tiens à préciser à l'époque. Bon. Et après, j'ai été recrutée au CNRS et que donc je m'intéresse à ces questions d'analyse géographique des activités spatiales en réalité, parce que peut-être que Philippe Clair le redira tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on dit toujours géographie de l'espace, on fait une géographie des activités spatiales beaucoup plus. Et le point important, c'est que tout compte fait, on pense l'espace en projetant dans l'espace nos manières habituelles de penser. Et donc, il y a tout un vocabulaire qu'on entend très fréquemment. D'abord, c'est la conquête de l'espace. Conquérir, ça veut dire quelque chose. Je ne suis pas sûre, on le verra quand vous nous parlerez de Vénus et de Mars, qu'on ait conquis quoi que ce soit. Donc, cette idée de conquête qu'on rapporte finalement à un imaginaire qui est peut-être pour les Américains l'imaginaire de la conquête de l'Ouest, hein, classiquement, mais qui est aussi, dans le cadre de la guerre froide où se passaient les débuts de l'espace, cette idée que les États-Unis et l'Union soviétique étaient en rivalité et que donc ils étaient en rivalité pour conquérir. Alors, il y a eu la Lune en 69, mais avant la Lune, ils étaient déjà en rivalité. Les scientifiques, et je trouve que c'est intéressant, préfèrent le mot d'exploration de l'espace. En fait, ils considèrent qu'on est encore dans une phase d'exploration de l'espace, et sinon après, eh bien, ils parlent d'activités dans l'espace, qui peuvent être des activités économiques, scientifiques, militaires, selon les classes classiques, là encore, que l'on a sur Terre. Et donc, quand on a évoqué le titre de mon intervention, parmi ces mots-clés, on a le mot colonisation, colonisation de l'espace. On l'entend de plus en plus. Personnellement, je trouve que c'est encore un mot malheureux parce que même si dans l'esprit des gens qui ont évoqué cette colonisation de l'espace, on n'est pas dans l'idée de la conquête des terres au XIXe siècle et la conquête d'empire, on n'est pas vraiment dans cette idée. Peut-être qu'il faudrait voir ça davantage comme à la grecque, hein, la manière dont les cités grecques avaient des ports et c'était des colonies. On les appelait, par exemple, Marseille en France. Donc peut-être qu'il faudrait voir ça un petit peu comme ça. Mais en tout cas, ce que je voudrais montrer, c'est qu'on est très loin du compte et que peut-être la chose la plus intéressante à faire aujourd'hui, où on revient sur ces idées, le New Space, une nouvelle ère du spatial, etc., c'est de toujours se rappeler que le milieu spatial, c'est un milieu complètement à part, très peu sympathique pour l'homme, hein, franchement, et dans lequel on a des activités qui restent extrêmement limitées, ce que je vais vous montrer. Et donc sur cette première planche, j'avais choisi de faire un petit florilège, hein, donc la période de la guerre froide avec effectivement Gagarine en 1961 qui
et peut-être quelque part l'apogée de la supériorité soviétique dans toutes les premières de l'espace qu'ils ont commencé avec le lancement de Sputnik, et puis ce coup d'arrêt brutal avec Apollo, le programme de Kennedy qui se termine en apothéose et la marche des hommes sur la Lune, mais un programme qui finalement ne va pas durer tellement longtemps et qui va être abandonné. Les Américains aujourd'hui parlent de retour sur la Lune. Ils ont interrompu leur dernière mission, là encore, il y a en 1972, donc il y a 50 ans. Aujourd'hui, on revient sur la Lune avec un effet de conjonction, hein, puisque quand Luceau parlait des nouveaux acteurs, ben c'est évident que la Chine, elle a commencé véritablement son activité spatiale de manière performante, on va dire, à partir du milieu des années 80, donc bien après Apollo. Hein, et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Chinois qui ont vu la marche d'un homme sur la Lune, à la fois parce que les Chinois n'avaient pas la télévision, et puis parce que en plus, ils étaient en pleine révolution culturelle, donc je ne pense pas qu'il y ait des vécus identiques aux nôtres sur la marche sur la Lune, mais aussi parce que la Lune est finalement le seul satellite naturel de la Terre, et donc la première destination dans laquelle vous allez tester vos compétences technologiques. D'où ce programme chinois que les Américains aujourd'hui présentent, là encore, dans cette même logique de il va se passer dans l'espace la même chose que ce qui se passe sur Terre, cette idée que Chinois et Américains vont être dans une concurrence féroce pour utiliser les ressources lunaires, pour aller se poser tous les deux dans le même cratère au pôle sud de la Lune, parce que c'est là qu'ils vont à la fois pouvoir être éclairés et donc utiliser de l'énergie solaire, mais où en même temps ils vont pouvoir forer pour trouver de l'eau qui, elle, étant précisément non éclairée, n'étant jamais soumise au soleil, serait encore présente dans le sous-sol, etc., etc. Or, ça encore, c'est aussi un effet de coïncidence, c'est-à-dire tout simplement la Chine commence à apprendre et à faire ce que l'Union soviétique et les États-Unis faisaient dans les années 60-70. Alors sur Mars, on a un peu le même genre de discours. Et puis mes deux planches du bas, pour faire un panorama général, c'est à la fois donc le New Space avec cette capacité incroyable de communication d'Elon Musk, hein, puisque là, c'est le lancement dans le cadre de l'expérimentation de son lanceur Falcon, de sa voiture Tesla, puisque Elon Musk fait absolument tout, comme chacun sait, et que donc il avait fait une mise en scène, un petit film dans lequel vous avez un mannequin appelé Spaceman, un air de David Bowie, voilà. Et vous avez des visions beaucoup plus prosaïques de gens qui vont dire, bah, en réalité, tout ce qu'il a fait, c'est envoyer un débris inutile dans l'espace, parce que franchement, une Tesla comme intérêt scientifique, c'est assez limité. Mais là, on est dans cette vision, ce nouvel espace qui, d'une certaine façon, peut faire rêver, celui des startups, celui de l'innovation et celui peut-être d'une nouvelle relation dans nos capacités à envoyer des hommes dans l'espace, que ce soit pour du tourisme ou pour de l'activité plus industrielle. Et puis, le mauvais côté de la force, un mauvais jeu de mots, qui est finalement cette idée que eh bien, tout compte fait, puisque l'espace est un milieu dans lequel il va y avoir de plus en plus d'activités humaines, ben, comme tous les milieux, évidemment, on va y faire la guerre. Et ça, c'est là encore une vision relativement pessimiste, mais surtout qui ne prend pas en compte le fait qu'on ne fait pas la guerre dans l'espace, comme on fait la guerre sur Terre, hein, que les satellites, certes, ils vont très vite, mais que d'une certaine façon, ils sont extrêmement prédictibles, qu'il n'y aura pas d'armes laser et il n'y aura pas de grands éléments comme ça, et que aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas sûre que Philippe Clerc, ça fasse partie dans ces 15 minutes d'exposé du temps qu'il aura, mais on pourra le faire au moment des questions-réponses, que peut-être le meilleur intérêt dans l'espace, si vous voulez vraiment gêner votre adversaire, c'est de le faire de façon masquée et justement de ne pas vous faire repérer. Alors ça, c'était les 3 éléments de l'année 2021, hein, et on retrouve à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis qui sont tout seuls à avoir des rovers sur Mars, et puis c'est cette constellation Starlink
qui est le deuxième grand volet de l'activité spatiale d'Elon Musk, puisqu'il s'agit d'envoyer plusieurs dizaines de milliers de satellites de télécom dans l'espace sur des orbites basses, c'est-à-dire autour de la Terre et non pas en point fixe par rapport à la Terre comme les satellites géostationnaires type les grandes images de météo que vous avez l'habitude de voir, et qui est là aussi l'idée que finalement c'est grâce à l'espace que le monde entier pourra avoir Internet en temps réel avec des délais très courts, ce qui n'est pas forcément un business model d'ailleurs totalement garanti. Donc ça, c'est ce que j'évoquais en introduction. Ce qui est vraiment important, je pense, quand on reprend ce grand récit de la conquête spatiale, hein, celui que vous entendez tout le temps, celui que les journalistes popularisent, à mon avis, un peu trop, parce qu'il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes à dire aujourd'hui, c'est cette image de, étape après étape, on prend possession, étape après étape, on apprend à mieux utiliser, et on en arrive à parler de l'ère de l'industrialisation de l'espace. On entend des termes comme le transport spatial, la logistique spatiale, etc., bon, qui sont des réalités, mais des réalités très décalées par rapport à nos réalités terrestres. Alors, le constat quand même, c'est que, me semble-t-il, par rapport à ce grand récit qui s'inscrit vraiment dans le temps de la guerre froide, etc., c'est que le monde a changé. On a l'habitude d'un monde beaucoup plus interconnecté, ça c'est pas nouveau. On a la notion de la globalisation et la question des risques majeurs qui sont maintenant des préoccupations très importantes de notre époque et qui n'étaient pas du tout les éléments d'inspiration du spatial. Et puis on a autre chose, c'est qu'il s'est passé 2 générations quand même quasiment depuis le début de l'ère spatiale. Et moi, c'est quelque chose que mes étudiants m'ont fait réaliser, pas avec un plaisir immense, mais n'empêche, c'est que quand j'ai dit à des étudiants, écoutez, vos parents vous ont sans doute raconté la marche sur la Lune, parce que vous voyez, là dans la salle, je me doute bien qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu, et un étudiant m'a dit, non, c'est pas mes parents, c'est mes grands-parents. Et là, je me suis dit que quand moi, on me parlait des choses qui étaient racontées par mes grands-parents, la guerre de 14, exactement, ça faisait quand même très ancien. J'avais pas du tout l'impression qu'on était dans le nouveau monde, la conquête, l'exploration, etc., etc. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui fait rebond et qui fait qu'aujourd'hui, on essaie d'insister sur ce new space et sur le fait que, oui, ce sont des nouveaux acteurs qui sont jeunes et qui ont une autre approche. Mais du coup, s'ils ont une autre approche du spatial, il faut que nous, on en tire les conséquences. C'est-à-dire que tout ce que moi, j'ai l'habitude d'analyser et de décrire, que je ferai un peu plus dans la masterclass de tout à l'heure, ça ne s'adapte plus tellement bien. Et que donc on peut se poser des questions, est-ce qu'il faut envoyer un homme sur Mars ou est-ce que finalement de l'intelligence artificielle et des robots, ça ne serait pas plus dans l'air du temps? Alors je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais... Ça fait 13 minutes. 13 minutes. Bon, je vais terminer, voilà, sur, puis on fera avec les éléments des questions-réponses. Ça, c'est quand même quelque chose auquel je voudrais là encore relativiser. Donc là, vous voyez, ce genre d'image, j'ai choisi de prendre une mission chinoise pour changer. Donc vous voyez la mission chinoise, la sonde qui prend depuis l'arrière de la Lune en premier plan la Terre, qui est ce petit point bleu dans le lointain, voilà. Et ici, c'est un graphique qui correspond c'est plutôt pour mes propres travaux que j'ai fait ce genre de planche, où là, vous voyez, je ne sais pas si on voit le curseur, oui. Mais c'est ça. Là, vous voyez qu'ici, c'est là qu'est la Lune, la distance Terre-Lune, elle est ici, donc la Lune se situe sur le bord extérieur. La partie jaune, c'est la partie où on envoie des satellites. Alors, il y a quelques dizaines de sondes qui vont, il y en a même qui sont parties dans l'espace lointain, mais en tout cas, regardez, là où on a de l'activité, alors c'est un schéma, hein, c'est une répartition, mais je les ai comptés, mes satellites, donc ma densité, elle est bonne. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, vous avez la Terre ici, et puis, oui, vous avez une première couronne de satellites qui va être encore densifiée. Ça, c'était avant Elon Musk. Donc, il va encore se densifier. Oui, précise où Elon Musk place ses satellites. Elon Musk, il place ses satellites ici, là, voilà. Là, tu vois, autour de la Terre, à 500 km d'altitude. Et puis, en fait, il est en train de tester. Donc, il les place un peu plus haut. Parce que plus on les place bas, moins ils durent. Mais en même temps, il veut renouveler parce qu'il a son lanceur. Enfin, c'est toute une logique particulière. Et puis, ici, vous avez l'orbite des satellites géostationnaires, là, à 36 000 km d'altitude.
Donc en réalité, on rappelle peut-être ce que veut dire géostationnaire. Géostationnaire, c'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure. C'est ces satellites qui sont situés dans le plan de l'équateur à 36 000, 35 800 km et qui décrivent leur orbite dans le même temps que la Terre tourne sur elle-même, si bien qu'ils sont fixes par rapport à la Terre. Comme ils sont à 36 000 km d'altitude, c'est loin, donc ils voient quand même une grande portion de la Terre, ils ne voient pas les pôles, mais ils voient de 63 degrés de latitude nord à 63 degrés de latitude sud, et ils voient à peu près un tiers de la planète terrestre. C'est les images météo dont on a l'habitude. Voilà, avec vous, ça aussi, ça se fait moins, mais à une époque, vous aviez l'image météo en carte postale, puis vous aviez un tout petit point qui disait « on est ici ». C'était drôle parce que c'était vendu dans différentes villes, mais c'était quand même toujours la même carte postale. Au moins, c'était rentable. Et donc, les enjeux traditionnels de la conquête spatiale continuent à exister. Là, par exemple, vous avez la mission des Émirats arabes unis autour de Mars qui a beaucoup fait parler. Mais vous avez, alors ça, c'était les différentes sondes, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et vous avez cette construction d'un discours, je ne sais plus, voilà, très bien, c'était presque ma dernière planche. Quelle est la construction d'un discours aujourd'hui? C'est de dire l'espace est environné de débris, il est congestionné, il est contesté, il est compétitif. Oui, ben ça, c'est une vision américaine. Parce que vous vous rendez bien compte, revenez sur les échelles de mes cartes précédentes, les débris sont quand même très, très grossis par rapport à la Terre. Sinon, on aurait déjà de sacrés problèmes. Donc ça, je pense que c'est vraiment un discours sur lequel il faut s'interroger. On n'est pas obligé d'adhérer à ce discours. Et quelles sont nos alternatives? Enfin, il me semble qu'il y a des alternatives. C'est que dans l'espace, pour des raisons de mécanique céleste, il y a une vraie interdépendance. Et donc, si vous polluez des orbites, bien, vous polluez aussi l'orbite que vous comptez utiliser. Donc ça, c'est une certaine garantie pour les générations à venir de prise de conscience et de volonté de limiter ce genre de désagréments. Et puis, c'est la question de la sensibilisation à un développement durable qu'on peut aussi transposer par rapport au bon usage ou à l'usage qu'on veut faire des ressources spatiales, et sans doute plus largement de nouvelles relations à la technologie et au progrès, sur lequel on peut tout à fait s'interroger dans le spatial, aujourd'hui comme dans d'autres domaines. J'ai fini. Merci Isabelle, merci beaucoup de cette mise en perspective historique et géographique et géopolitique. On va donc faire notre premier mouvement de chaise quasi musicale pour passer la parole à Patrick Thelot, donc, qui va aborder cette question, cette fois-ci, du point de vue du planétologue. Remarquez ici, quand on ne parle plus, on perd voilà, en hauteur. On perd en hauteur, exactement. On perd de la hauteur. Visiblement... Tu dois avoir non, c'est vraiment petite, là. Je te descends. Non, c'est voilà, gentil. C'est à toi, Patrick. Je vais embêter le cadreur. Bonjour. Alors moi, mon intervention, j'ai repris tout simplement le titre qu'on a proposé à cette conférence débat, comment s'approprier l'espace. Je veux me centrer sur un regard de planétologue, donc c'est-à-dire les scientifiques qui étudient les planètes comme des objets, et non pas comme un monde dans lequel il se passe des choses à étudier, mais un peu sur l'ensemble. Donc, je vous montre ici un petit montage des planètes du système solaire que vous avez peut-être appris à l'école. Vous voyez que c'est dominé par 4 grosses boules. On voit le pointeur, oui. Donc, vous avez ici Jupiter, la planète Saturne, célèbre pour ses anneaux, Uranus et Neptune. Donc, c'est ce qui domine dans le système solaire. Et vous êtes ici, donc justement... parler de ce genre d'image, peu importe où vous êtes sur la Terre. Et vous avez à côté de la Terre 3 petits cailloux, Vénus, Mercure et Mars, qui sont les autres planètes qui ont une surface solide sur laquelle on peut espérer poser le pied et éventuellement peut-être aller coloniser, au moins exploiter des ressources. Au moins c'est envisageable puisqu'il y a une surface. Sur les 4 autres grosses boules, vous n'avez pas de surface solide. Ce sont des planètes essentiellement constituées de gaz, au moins pour les enveloppes les plus externes, et vous périrez écrasé par la pression bien avant de toucher quoi que ce soit de solide ici. Donc ces planètes, on les a observées ici, toutes les images de ce petit montage ont été prises par diverses sondes spatiales qu'on a envoyées explorer ces mondes. Le nombre total doit dépasser à peine la centaine sur un ensemble de missions spatiales envoyées depuis le tout début des années 60.
Et de très nombreuses ont été simplement les sondes de la première décennie, en fait, qui étaient des choses extrêmement rudimentaires, qui sont simplement passées devant les planètes. Les missions qui ont apporté des résultats sur lesquels on discute encore, peut se compter en petit nombre de dizaines. Donc effectivement, on n'a pas fait grand-chose en termes de conquête spatiale, et je ne parle que de missions qui sont robotisées. Donc vous avez affaire à des vaisseaux spatiaux qui au départ faisaient la taille de lave-linge, et puis qui ont un peu grossi jusqu'à atteindre plus des tailles de minivan ou un peu plus. Mais on est sur des objets relativement de taille modérée. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est de comparer la Terre, qui est ici au milieu, avec ses deux voisines les plus proches, Vénus à gauche et Mars à droite. Alors, cette comparaison elle est permise par des données acquises par des missions spatiales depuis plusieurs décennies et qu'on continue à améliorer avec les missions actuellement actives. Vénus, vous voyez ici sur ce montage, donc il est à l'échelle. Vénus fait à peu près la taille de la Terre. Et donc, c'est la planète qui... au premier ordre, pour quelqu'un qui regarde ça, est la plus proche de la Terre, puisqu'elle est d'une masse comparable. C'est aussi la plus proche tout court, donc elle est un peu plus près du Soleil, mais au plus près, elle s'approche à 70% de la distance Terre-Soleil. Donc ça fait seulement quelques dizaines de millions de kilomètres. Donc c'est quand même des distances qui sont astronomiques, le terme est bien approprié ici. Et Mars n'est pas beaucoup plus loin non plus, mais c'est une planète qui est, vous le voyez bien là, 2 fois plus petite. Donc sa surface totale est équivalente à celle des seuls continents de la Terre. Alors Vénus, est-ce que c'est vraiment la sœur de la Terre? Alors sur cette planche, j'ai mis à droite, il y a une petite vue d'artiste d'une sonde spatiale qui est sous son parachute, en train d'essayer d'éviter les éclairs dans les nuages de Vénus. Et à gauche, vous avez un diagramme qui indique la température à l'horizontale, et sur l'axe vertical, vous avez la hauteur au-dessus de la surface. Et ce sont des points de mesure de la première mission qui a réussi à aller se poser à la surface de Vénus. Donc c'est une mission soviétique qui a fait ça. Alors vous avez ici les données de plusieurs missions soviétiques jusqu'à la dernière qui a effectivement réussi à atteindre le sol. Et ce que l'on voit ici, c'est ce qui a énormément surpris les gens à l'époque, encore qu'il y avait quelques indices qui laisser penser ça, c'est la température qui augmente. Donc ici, la température, elle est en degrés Kelvin, donc il faut enlever 270 pour avoir la température en Celsius. Mais on est donc ici vers des températures de l'ordre de 30 degrés, mais on est encore à 50 km d'altitude. Et puis au fur et à mesure que la sonde s'est enfoncée, la température est montée, 400 degrés Kelvin, 500, 600, 700, jusqu'à 750, ce qui fait 470 degrés Celsius. Donc ça, c'est la température à la surface de Vénus. À la surface de Vénus, pourquoi il y a une telle température? C'est essentiellement parce que l'atmosphère est extrêmement épaisse. Sur Terre, vous ne vous en rendez pas compte, mais sur chaque mètre carré de la surface de la Terre, l'air imprime un poids de 10 tonnes. Donc c'est une pression qu'on reçoit tous. À la surface de Vénus, c'est 900 tonnes par mètre carré. Donc c'est presque 100 fois plus. C'est absolument monstrueux. À la température du sol, si vous aviez un toit en zinc, comme c'est relativement courant, eh bien, ce toit fondrait, simplement sous l'effet de la température. Le zinc fond à bien avant 470 degrés, vers 420. Et donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin que je m'apesantisse sur l'habitabilité de la surface de Vénus, voire même sur tout espoir qu'on puisse fonder d'un jour avoir un être humain qui foule le sol de Vénus. Les conditions sont totalement inhabitables et totalement inabordables. Donc on n'ira jamais sur cette planète sœur de la Terre. Donc ce n'est pas du tout la sœur de la Terre. Je passe maintenant à Mars. Donc elle est plus petite, elle est plus loin du Soleil, il va y faire plus froid. Et donc on n'a pas ce problème d'une extrême température. Donc c'est une planète dont on voit ici une image relativement récente, et vous voyez qu'il y a des petits nuages blancs qui sont effectivement des nuages de glace d'eau, comme on aurait sur Terre en hiver à haute altitude des nuages de particules de glace. Il y a ici aussi une petite tempête de poussière, donc quand même, bon, c'est pas hyper sympathique. Et en fait, c'est assez trompeur cette image, parce qu'on a l'impression d'avoir une planète avec des nuages, donc il doit y avoir de l'eau, mais ces nuages sont extrêmement ténus. Parfois, il neige un petit peu, mais ça reste dans la haute atmosphère, et la neige n'atteint jamais le sol. Voici néanmoins une image qui montre qu'il y a un petit peu d'eau à la surface de Mars. C'est de l'eau sous forme de givre. Donc c'est des conditions qui sont réunies extrêmement rarement. Il faut que l'humidité de l'air martien soit extrêmement élevée pour de l'air martien, ce qui reste encore bien plus humide que l'air le plus sec que l'on rencontre sur Terre en Antarctique.
Et dans ces conditions-là, au petit matin, eh bien, on voit que le givre s'est déposé pendant la nuit. Et vous avez ici, par-dessus la poussière rouge de la planète, eh bien, une très fine couche qui doit faire bien moins que l'épaisseur d'un cheveu. Une très fine couche de givre qui est posée à la surface. Ça, c'est à peu près je résume, mais la totalité de la dynamique de l'eau sur la planète Mars. Donc, ce n'est pas extrêmement habitable. L'atmosphère, elle est extrêmement ténue. Donc ici, on envoie une image, c'est une vieille image, hein, d'une mission Viking, ça, donc des années 70. On voit très bien ici l'atmosphère matérialisée par des petits voiles de brume à différentes altitudes. Au sol, à la surface de Mars, la pression est de seulement 6 millièmes de la pression au niveau de la mer sur la Terre. Donc c'est équivalent à la pression que sur Terre on rencontre à 35 000 mètres d'altitude. Vous savez qu'il est déjà difficile d'atteindre l'Everest à 8800 mètres d'altitude sans oxygène supplémentaire, étant donné la raréfaction de l'air à cette altitude-là. Eh bien, l'équivalent d'une altitude terrestre en termes de pression à la surface de Mars, c'est 35 000 mètres. Il n'y a quasiment pas d'air. Et pour couronner le tout, cet air est totalement irrespirable puisque c'est intégralement du dioxyde de carbone. Donc, là aussi, la colonisation de Mars passe nécessairement par des moyens de se protéger de l'absence d'air, des moyens d'avoir de quoi respirer, donc un scaphandre intégral nécessairement. Et donc à cette pression, à la surface de Mars, il est tout simplement impossible d'avoir de l'eau liquide. Vous savez peut-être que si vous montez en altitude, l'eau liquide bout à des températures de plus en plus basses au fur et à mesure que vous montez en altitude. C'est essayer de faire cuire quelque chose qui nécessite une température de 95 degrés dans de l'eau bouillante au Machu Picchu, presque 4000 mètres, moins, eh bien vous n'y arriverez pas, parce que vous n'atteindrez pas cette température, votre eau va bouillir avant, peut-être à 80 degrés. Donc sur Mars, l'eau bout à 0 degré. Donc il n'y a pas d'eau liquide possible. Ensuite, alors, pour vous illustrer un petit peu, qu'est-ce que ce serait de passer une journée sur Mars? Voici les variations de température enregistrées par Curiosity sur un des premiers jours de sa mission. Vous avez donc ici tout simplement la durée de 2 jours. Hein. Vous avez un pic, un creux, c'est les températures maximales et minimales. Alors elles sont marquées en Fahrenheit dessus, là, mais elles sont bien en degrés Celsius dont on a l'habitude sur la gauche. Vous voyez que la température minimale au cœur de la nuit est de l'ordre de moins 90 degrés. Et la température maximale dans la journée frôle les 5 degrés. Donc vous avez une amplitude thermique de presque 100 degrés entre la nuit et le jour. Donc il faut à la fois se protéger d'un froid extrême et tout simplement avoir quelque chose qui isole quand même, parce qu'à 5 degrés, ce n'est pas encore extrêmement chaud. Donc vous avez ces grandes variations qui imposeraient aussi, à quel que soit l'appareil que vous mettez à la surface de Mars, des contraintes thermiques. Quand il fait froid, tous les matériaux se contractent. Quand il fait chaud, tous les matériaux se dilatent, qui sont extrêmement rudes pour nos constructions et pour nos appareils. Et sur cette planche, je voulais vous montrer ce qui se passe du point de vue saisonnier, parce que c'est encore plus remarquable à la surface de Mars. Vous avez à gauche un diagramme non plus de température, mais de pression. Et vous n'avez plus une oscillation d'une journée, mais l'oscillation d'une année de la planète Mars. Et quand vous regardez ce diagramme, vous voyez qu'il y a un creux, un pic, ça redescend, et puis sur un plateau intermédiaire, puis ça revient ensuite sur une pression extrêmement faible. Qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, on voit que l'atmosphère de Mars, dans sa totalité, change de pression de l'ordre d'un tiers tous les ans. Lors de l'hiver de l'hémisphère sud, l'atmosphère entière se condense sous forme de glace carbonique. Et en fait, vous avez l'air lui-même qui devient de la neige au sol. Et donc l'atmosphère disparaît d'un tiers tous les hivers de l'hémisphère sud. C'est pas non plus quelque chose dont on a vraiment l'habitude, et ça nécessite forcément un minimum d'adaptation si vous voulez aller vous installer là-bas. Donc si je fais le bilan entre la Terre au milieu et nos deux voisines plus près du Soleil à gauche là, et plus loin du Soleil à droite, eh bien, on a une Terre bien sympathique avec une atmosphère donnée, très peu de dioxyde de carbone, et c'est ça qui est le plus remarquable. Les deux autres planètes ont une atmosphère entièrement constituée de dioxyde de carbone. Vénus 100 fois plus, Mars 100 fois moins. Et dans les deux cas, c'est pas du tout propice à se balader à la surface. 100 fois plus de CO2, ça vous met 500 degrés à la surface, vous êtes écrasé par la pression, et 100 fois moins d'atmosphère, mais il fait extrêmement froid, et vous avez absolument aucune capacité de respirer, voire même simplement d'avoir de l'eau liquide à la surface. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Vénus non plus, puisque à 500 degrés, c'est en vapeur. Alors,
Cela étant dit, donc, sur ces 3 planètes-là, il n'y a que la Terre qui est habitable. Il n'y a aucun espoir de faire quoi que ce soit d'extrêmement développé à la surface des autres planètes sans une quantité de matériel qui permet de survivre. Alors, Mars, ça peut se faire. On peut imaginer s'installer sur Mars avec des scaphandres, avec des habitats extrêmement bien fermés, extrêmement bien isolés, en emmenant notre air, en emmenant notre eau, on peut faire des choses. Sur Vénus, c'est pas la peine d'y penser. Donc, bon, il faut prendre soin de notre planète. Hein. C'est ça le message sur ce type de conclusion. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des endroits où on peut envisager une certaine habitabilité dans le système solaire. Et je vous montre 2 exemples, qui sont ici des images de cette petite boule blanche et rougeâtre, qui est une lune de la planète Jupiter, qui est entièrement recouverte de glace d'eau. C'est une sorte de banquise géante, qui flotte sur un océan. Comment est-ce qu'on sait ça? Alors, un des indices, mais on en a d'autres, hein, des indices plus géophysiques qui demandent une interprétation assez complexe. Voici un zoom, une image de la sonde ici Galileo sur un petit secteur de la surface de cette lune. Donc, vous voyez que l'image fait plusieurs dizaines de kilomètres, hein, donc ça fait la taille d'un département à peu près. Et vous voyez, on voit littéralement comme des icebergs qui sont pris dans une croûte de glace, et c'est exactement ce que c'est, ce qu'on est en train de regarder. Donc vous avez ici une banquise de glace sur un océan, et qui dit que dans cet océan, il n'y a pas possibilité d'avoir des organismes vivants. Alors, il serait sans doute extrêmement simple. On confirme la présence d'eau liquide sous la glace, parce que ici, alors, vous avez des images composites prises par le télescope spatial Hubble. Et en fait, à chaque fois qu'on voit des petites choses là, qui brillent sur ces petites images, ou ici, cette petite tache blanche, c'est la détection d'un petit panache de vapeur d'eau et de particules de glace qui jaillissent des fissures que l'on voit ici, hein, à la surface de la croûte de glace de cette petite lune. Et sur une lune de Saturne, on a quelque chose de très analogue. Donc voici une image de cette petite boule. Alors ici, vous avez affaire à une lune qui est minuscule, hein. Elle fait à peu près la largeur de la France à la latitude de Lyon. C'est vraiment pas très gros, hein. C'est un satellite qui fait 500 km de diamètre, et il a une activité hydrologique débordante. Vous avez des fissures à la surface de sa croûte de glace par lesquelles jaillissent, et on le voit sur cette image qui est prise à contre-jour par la sonde Cassini, jaillissent des particules de glace d'eau à partir de fissures dont on peut mesurer la température. Ici, vous avez une carte où les couleurs jaunes indiquent que c'est un petit peu plus chaud au niveau des fissures, d'où jaillit l'eau. Et ce que l'on a pu faire avec la sonde Cassini, c'est passer à travers ça et analyser les particules d'eau. Et il y a aussi des petits grains de poussière qui sont extrêmement divers. Et on a identifié de l'eau, on a identifié du dioxyde de carbone, il y a même de la glace de méthane, il y a du sel, il y a un petit peu de particules rocheuses, et même de la matière organique. Alors de la matière organique, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est issue de la vie, ça veut tout simplement dire qu'elle est constituée essentiellement de carbone et que ça fait des molécules compliquées comme on trouve dans les êtres vivants. Et donc on sait que les geysers de cette petite lune de Saturne crachent tous ces matériaux. Et en fait, si on pouvait voir le contenu des panaches d'eau chaude au-dessus du substrat des océans, donc de la croûte océanique sur Terre, et si on analyse ces panaches, on trouve exactement la même chose. Et en fait, quand on regarde dans le détail au microscope, ou qu'on essaie de cultiver ce qu'il y a à l'intérieur, on voit qu'il y a des tas de bactéries qui vivent là-dedans. Donc, il est tout à fait plausible que dans ces endroits-là, il y ait des petites bactéries qui arrivent à survivre, donc dans des endroits qui sont extrêmement loin. Donc, les planètes Jupiter et Saturne, c'est beaucoup plus loin que Vénus ou Mars. C'est totalement illusoire d'espérer y aller un jour, parce que pour Saturne, il faut en gros 10 ans de voyage. Donc, 10 ans de voyage, vous avez le temps de vous tourner les pouces, hein. Et puis, pendant 10 ans, il faut vous nourrir. Puis, vous aurez 10 ans de retour également dans l'autre sens. Donc d'une part, c'est extrêmement difficile d'y aller, et puis d'autre part, c'est ces endroits qui peut-être peuvent héberger des bactéries, mais qui sont totalement invivables, hein, puisqu'il faudrait descendre sous une croûte de glace à l'intérieur d'un océan dont on ne sait pas trop à quel point il serait habitable. Alors, je voulais conclure en rappelant que atteindre l'espace, c'est très difficile. Et donc, j'avais fait ce petit point là en prenant les exemples des 2 premières fusées qui ont permis aux soviétiques d'un côté et aux américains de l'autre d'envoyer des objets en orbite autour de la Terre.
ce sont quand même des très grosses machines. Vous avez ici un schéma de la fusée qui a lancé le satellite Sputnik et puis qui a lancé Gagarine ensuite, avec un petit bonhomme ici schématisé. Donc vous avez quand même affaire à des fusées qui typiquement font au moins 30-40 mètres de haut et qui font plusieurs centaines de tonnes au décollage. Et dans ces plusieurs centaines de tonnes, la chose que vous envoyez en orbite ne fait que quelques pourcents de la masse totale de votre véhicule. Donc c'est une dépense de carburant essentiellement phénoménale, simplement pour placer ne serait-ce qu'un kilogramme sur orbite autour de la Terre. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Et quand vous êtes autour de la Terre, alors on pourrait se dire aussi, bon, c'est parce que dans les années 60, on était mauvais et on a progressé depuis. Sauf que si je regarde les meilleures fusées qui n'ont jamais été faites, ou en tout cas les fusées qui actuellement fonctionnent, la fusée européenne Ariane 5, c'est un peu moins de 3% de charge utile. C'est-à-dire qu'il y a 3% de la masse qui décolle, qui reste en orbite et qui sert à quelque chose. C'est un satellite, par exemple, qui va permettre des télécommunications, l'observation de la Terre. La fusée de SpaceX, qui est une tellement bonne compagnie, qui fait tellement mieux que tout le monde, ils mettent 4%. Alors certes, c'est un petit point de plus, mais bon, c'est toujours 4% de la masse totale. Et le record absolu, c'était la navette spatiale, qui faisait un peu plus de 6% de l'ensemble qui décollait. Et donc ça, vous voyez que c'est extrêmement faible. Dans tous les cas, on gaspille 95% de ce que l'on envoie. Et j'en ai à peu près terminé, parce que le problème, c'est que quand on veut se poser sur Mars, ce que l'on a réussi à poser de plus gros sur Mars, c'est les rovers comme Perseverance et Curiosity, qui font environ 1 tonne. Et pour poser un module d'1 tonne, il faut une séquence très complexe de toute une série de dispositifs que l'on rajoute avec parachute, bouclier thermique, rétrofusée, pour réussir à arriver sain et sauf à la surface de la planète. Et le système qui a permis de poser 1 tonne avec Perseverance ou Curiosity pèse, lui, 2,5 tonnes. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, juste pour poser un robot d'1 tonne, on est loin de faire la maison et les réserves de nourriture pour une mission habitée de 4 personnes, par exemple, hein, c'est les projets de la NASA, avec seulement 2 tonnes, enfin 1 tonne posée au sol. On est plutôt dans un ordre de grandeur multiplié par 10. Et on n'a tout simplement pas les fusées pour faire ça, pour l'instant. Donc, accéder aux objets du système solaire, c'est pas facile, parce que c'est invivable, et ensuite, parce que pour emmener le matériel, il faut encore concevoir des systèmes que l'on n'a pas encore. Merci Patrick. Alors j'espère que ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui avez acheté un ticket pour Mars, peut-être allez-vous réviser votre jugement et investir vos économies ailleurs. On vient bien de voir que ça n'est pas complètement facile. Et pourtant, cette difficulté n'empêche pas cet imaginaire de l'exploration et de la conquête dont Isabelle nous a parlé tout à l'heure. Et pourtant, ça n'empêche pas non plus le droit d'être impliqué dans cette aventure spatiale, ce que Philippe va nous expliquer maintenant. Puisque l'activité juridique est intense autour de cette nouvelle frontière supposée, et donc il est intéressant de voir ce que les juristes peuvent dire de cette activité d'exploration et d'exploitation supposée, ou en tout cas visée. Là, je remplis, hein, je meuble. Oui, mais je t'en prie, vas-y. Je vais vous ramener un peu sur Terre et essayer de vous exposer comment on peut aller... est-ce qu'on a le droit d'aller dans l'espace et comment et pourquoi. C'est pas aussi évident que ça peut le paraître. Bon, on connaît les limites physiques et autres, mais il y a aussi des limites juridiques et il y a aussi des incitations juridiques, parce que le droit n'est pas que négatif. Donc on va balayer ce sur quoi porte le droit de l'espace, parce que c'est important dès le départ, puisque ça doit être le droit de l'espace, c'est un droit qui s'applique à des gens qui sont sur Terre. Il n'y a rien de ce qui se passe dans l'espace qui ne soit pas télécommandé depuis la Terre. Alors, de quoi on parle? Quels sont les grands principes, hein? On va rester au niveau des principes, et il ne s'agit pas de faire de vous des avocats ou docteurs en droit. Les opportunités, les menaces du New Space sur ce droit. Hein, vous avez entendu parler du New Space, de la conquête spatiale par le secteur privé, et en quoi ça peut affecter les grands équilibres du droit de l'espace. Et puis, en conclusion, ce qui est rare pour les jurys, je vais essayer de proposer des perspectives, de conclure déjà, ce qui est encore plus rare, et surtout de proposer des solutions.
Alors, le droit de l'espace, c'est quoi? C'est dans ce que ça concerne, c'est un droit conventionnel. C'est-à-dire que c'est un droit qui a été conclu entre des sujets qui avaient juridiction pour le faire, qui avaient la capacité juridique de le faire. Et en fait, c'est les États. Donc, ce n'est pas un droit qui est né comme le droit maritime ou autre, de la coutume, d'usage que finalement on formalise, qu'on écrit et qui deviennent du droit et qu'on oppose. Là, il est né, je dirais, c'est assez rare là aussi, il est né avant même que l'activité soit là. Le traité de l'espace 67, et on a été sous la Lune en 68. Donc, il a été là avant les faits. Je crois que c'est un des rares cas dans l'histoire du droit où on voit le droit précéder l'opération. C'est un droit qui est de source onusienne. C'est un des grands succès de l'ONU. Et ça reste un des grands succès de l'ONU. Et il est structuré autour d'un texte simple, une architecture, c'est celle du traité de 67. Alors là, vous avez d'ailleurs ce petit livret là où il y a tous les traités et conventions. Sur Internet, là, vous avez tout. Hein, vous avez tout, le traité de l'espace, la convention sur la responsabilité, le rescue l'astronaute, enfin voilà. Alors, ça traite de quoi? Ça traite d'opérations, d'activités qui sont sur des véhicules ou des installations. On se raccroche à quelque chose de physique. On se raccroche aussi à quelque chose de personnel. C'est-à-dire, ça s'adresse à un individu ou à une société. Bon, ça, c'est classique. Et comme je le disais, on est sur un critère matériel, c'est-à-dire sur le vaisseau spatial, où l'objet de l'activité, opérer un système spatial, mais on ne s'intéresse pas au territoire. C'est-à-dire que tout le droit, vous êtes en France, vous êtes soumis à la loi française parce que vous êtes sur le territoire français. Eh bien, ça n'existe pas dans l'espace parce que l'espace n'est pas appropriable. Donc, en fait, le droit se colle sur l'objet spatial. Dans l'objet spatial, il y a une juridiction, il y a un transfert de la juridiction des lois du pays qui est concerné, qui vont dans l'objet spatial ou l'installation. Si c'est une installation, une base spatiale orbitale ou une installation sur un sol. Et donc, on a repris quelque chose que l'on connaît bien en droit international, c'est le droit maritime. Vous avez un pavillon, et puis, au sein de ce pavillon, le capitaine est seul maître après Dieu. Voilà, donc, alors aussi, souvent une confusion, c'est que le droit de l'espace, ça ne concerne pas toutes les activités faites avec l'espace. Il ne s'applique pas à tout ce que l'on fait avec, en fait. Ce qui est fait avec la charge utile d'un satellite, les télécommunications, l'observation, la navigation, la météorologie. Ce pourquoi, d'ailleurs, on fait des systèmes spatiaux. Le droit ne s'applique qu'aux véhicules en tant qu'objet et au risque de collision, est-ce qu'ils doivent être là ou pas, et comment ils interagissent entre eux. Et donc, tout ce qui est service aval, ce qu'on appelle les services aval, ils relèvent du droit qui s'applique sur Terre. Donc, on applique le droit de l'information, de la propriété intellectuelle, le droit médical, par exemple, si on fait de la médecine dans l'espace, on se raccroche à un droit, au droit qui va bien. Alors, les principes, liberté d'exploration et d'utilisation de l'espace et des corps célestes. Alors, cette liberté, je le souligne, puisqu'on est dans un droit international public qui n'intéresse que des relations entre États, ne vaut qu'entre eux, et elle ne peut pas être invoquée directement par les entreprises privées. Hein, quand on entend Elon Musk dire bah voilà, je fais ce que je veux, c'est comme au Far West, il n'y a rien, donc je suis, en dehors des bornes, il n'y a plus de limite, comme disait Francis Blanche. Voilà. Alors, l'autre principe, coopération et assistance mutuelle, cela signifie qu'il y a quand même une obligation positive de faciliter les échanges de technologies, des données, de se porter assistance en cas d'accident, parce que c'est un milieu hostile. C'est pas des bisounours, mais c'est une nécessité dans l'espace. On est obligé de coopérer, de s'appuyer l'un sur l'autre. On est un peu dans l'approche de l'Antarctique ou autre, où bien évidemment, on a beau avoir une base à soi, il vaut mieux pouvoir accueillir les autres et inversement. Et donc, il en reste une chose, c'est qu'on fait peu de procès dans l'espace, enfin sur les activités spatiales. Alors, il y a le principe de non-appropriation, c'est celui qu'on entend beaucoup parler. C'est un peu le principe tarte à la crème. Alors, c'est une interdiction qui s'applique seulement aux États et sur des territoires. C'est-à-dire que pas d'appropriation et à travers ça, on met sa juridiction.
Et c'est pour cela que j'ai cette petite photo là avec le drapeau qui est planté. Ça ne consistait pas, le fait de mettre son drapeau américain n'a pas été interprété comme une revendication de souveraineté territoriale par les Américains. En revanche, ce qui est interdit, là j'ai reproduit le titre de propriété qui est diffusé là, par quelqu'un aux États-Unis qui peut vous vendre des bouts de lune. Alors il a tout vendu maintenant, il vous vendra des choses sur Mars, ça ne vaut rien. Parce que finalement, il n'a pas la juridiction et il ne peut pas s'appuyer sur la juridiction. Alors lui, il explique qu'une vieille loi américaine sur le Far West faisait qu'il suffit de s'enregistrer chez le shérif. Oh. Non. Alors par contre, la question est pour les bases que l'on pourrait y mettre et pour l'exploitation des ressources. Là, je parle des ressources issues des sols spatiaux, alors soit pour les besoins de la mission, ou soit pour les redescendre sur Terre et les revendre. Alors, autre principe aussi, et là, ça remet les choses en ordre, c'est que seuls les États, enfin, toute activité doit être autorisée ou surveillée par un État. Alors, il y a quelques coquilles, hein, pardonnez-moi. Alors ça, donc il n'y a pas d'activité sans maître, il n'y a pas d'activité sans juridiction. Elon Musk ou Jeff Bezos, quand ils veulent aller sur Mars, ils sont par défaut soumis au droit américain. Et ils engagent la responsabilité du gouvernement américain si ils causent des dommages à quelqu'un d'autre. Alors en France, c'est la loi de 2008 qui met ça en musique en interne. La responsabilité exclusive pour les dommages, alors ça c'est l'autre sens de la responsabilité, c'est quand vous causez un dommage à quelqu'un, vous devez le réparer. Alors là, il y a cette petite, c'est l'accident de la route en fait. Hein, alors c'est l'état de lancement hein, qui doit, alors il le fait de façon absolue ou est limité et solidaire quand il y en a plusieurs vis-à-vis d'une victime au sol. Quelque chose qui tombe au sol, on n'a rien demandé, donc on est indemnisé sans avoir approuvé la faute. En revanche, dans l'espace, on est basé sur un système de responsabilité, il faut démontrer la faute de l'autre, et ça, c'est pas évident, parce que le droit n'a pas été aussi loin pour le dire, mais ça fait partie des chantiers à venir. Utilisation pacifique, alors là aussi une petite nuance entre l'orbite terrestre, donc où on interdit seulement les armes de destruction massive, les bombes atomiques et autres. Et sur les corps célestes, là, c'est plus clair, il n'y a aucune interdiction de toute activité militaire. Alors il y a eu des débats, est-ce qu'on peut y amener un pistolet ou pour se défendre dans sa base, mais en fait, voilà, c'est interdit. Alors notez que malgré ce principe pacifique, avec la commercialisation de l'espace, il y a de plus en plus d'actes d'espionnage économique, hein, économique ou autre. Et la France, mais suivant les États-Unis, un des pays les plus en flèche, qui a défini un peu comme dans la dissuasion nucléaire, on a défini une propre doctrine qui fait qu'on se réserve d'apporter des réponses proportionnées si on légitime défense, si on porte atteinte à nos satellites d'une façon ou d'une autre. Toujours dans les principes. Là, on est presque dans la philosophie, on est dans l'éthique, là, plus que dans le droit. L'affectation de l'espace à l'humanité tout entière. Donc, il y a ce vrai principe de que c'est coûteux et on ne peut pas faire des choses pour s'amuser. On le fait toujours dans l'intérêt de l'humanité, dans un intérêt général, soit pour la Terre, alors, quel que soit celui qui le fait. Hein, les télécommunications, c'est dans l'intérêt de tous. Hein. Autre principe, et le dernier, qui est le plus contesté, qui avait émergé de le traité de la Lune, c'est le patrimoine commun de l'humanité. C'est le mot patrimoine. Là, ça renvoie à la propriété, c'était un peu une inspiration communiste. Bon, c'est un peu le sujet qui fâche. D'ailleurs, je préfère l'expression qu'utilise par ailleurs le traité, qui parle d'apanage. Alors l'apanage, c'était ce qu'avait le frère du seigneur ou le frère du roi, c'est-à-dire qu'il avait un peu un usufruit tant qu'il était vivant sur une partie du royaume, mais qui revenait à la couronne une fois qu'il était décédé. Donc en fait, le principe, c'est que on est là on utilise l'espace pour les générations, mais sans préempter les droits des générations futures. Alors, en quoi tout cela est un petit peu menacé de nos jours? Déjà, les nouveaux entrants. Parce que le spatial, que ce soit le privé, parce qu'on dit le New Space, c'est la privatisation faux. La privatisation, c'est 1990, elle est déjà faite. Ce sont des gens qui viennent pas du spatial, qui viennent du numérique, et qui imposent un nouveau modèle de gouvernance économique. Déjà, ils sont autorités de conception. Alors, c'est plus les agences spatiales. Ils revendiquent une conception et des systèmes et des investissements. Alors, ils seront un peu aidés par les agences, mais c'est quand même eux qui ont l'idée.
Ils proposent des services clés en main plutôt que de vendre des choses. Ils veulent aussi être à la fois opérateurs et fabricants. Ils intègrent, ils viennent de la donnée, donc ils veulent, en fait, finalement, ils veulent toute la chaîne de la donnée. Alors, il y a cette mentalité qui est typiquement du New Space, c'est le premier venu, premier servi, pardon, j'ai oublié le mot. Le gagnant rafle la mise, hein, c'est-à-dire qu'il faut, même si on perd de l'argent, il faut rester là le plus longtemps possible. Il y a bien un moment où les autres vont mourir avant vous, et puis après, vous prenez tout le gâteau. C'est pas du tout, on prend 10% du marché, tout ça, c'est une stratégie de tout ou rien. C'est pour ça que la plupart d'entre eux perdent de l'argent, mais ils prennent des risques énormes aussi pour être le premier. Et ça heurte les pratiques traditionnelles du monde spatial actuel, hein, public comme privé. Et le plus intéressant, c'est qu'ils non seulement ils se contentent de faire de l'industrie, de l'économie, mais ils ont une propre vision en tant qu'entreprise privée sur ce que doit être la conquête de Mars, de la Lune. Vous savez qu'Elon Musk a affiché sa position très clairement là-dessus. Et du coup, ça suppose effectivement des nouveaux schémas d'intervention. J'ai 2 minutes. C'est bon ? Ouais. Ah bon, c'est bon. C'est encore mieux. Alors, il n'y a pas que les nouveaux entrants qui changent la donne. Il y a aussi ce que j'appelle les systèmes. Là, on revient un peu sur les ingénieurs, là, sont peut-être plus à l'aise. C'est les systèmes. Alors, le premier système. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Je les appelle les systèmes en R parce qu'ils ont à peu près tous, ils commencent tous pareil, réapprovisionnables, réparables, récupérables, réutilisables, réorbitables, recyclables, restauration de l'orbite, l'ADR. Et donc, en fait, c'est une nouvelle donne parce qu'avant, on faisait du jetable. Du jetable, donc économiquement, ce n'était pas le même modèle. C'était surtout des opérations linéaires sur une trajectoire. Vous lancez, vous mettez à poste, vous maintenez à poste, puis ça redescend, ou ça va sur une orbite, je ne sais où. Mais en tout cas, on est sur une trajectoire quelque part linéaire. Et là, avec les services en orbite, vous avez deux trajectoires qui vont faire des choses ensemble, enfin, des objets qui physiquement seront chacun commandés de leur côté, mais vont interagir pour se réapprovisionner, pour se réparer, pour voilà, même refaire des objets à partir de débris. Et là, on a, pour les juristes, on a tout l'Eldorado de créativité, le droit des contrats, le droit de l'assistance. Alors, il ne faut pas rire sur le droit de l'assistance parce que ça peut paraître un peu philanthropique, mais n'oublions pas que ce qui a fait la richesse des Anglais, c'est les Lloyds et c'est l'assurance. Hein. Le sauvetage, et grâce au sauvetage, on sauve aussi la marchandise, et un modèle économique ne peut pas générer sans l'assurance. Donc, voilà, donc il y a des choses intéressantes. Et puis j'ai ajouté quand même, parce qu'elle ne s'oublie pas, et c'est bon signe, hein, je le pense, la fiscalité. Il va falloir penser aussi à la fiscalité des opérations spatiales, au moins pour ce qui redescend. En général, la philo, c'est que tout ce qui monte, c'est exonéré, mais tout ce qui redescend, il faut bien, voilà, la nature est hors du vide. Les méga-constellations, c'est un autre système qui perturbe un peu le secteur. C'est qu'on est passé des échelles 10 000, alors qu'avant on était sur un satellite géostationnaire, c'était un peu l'immobilier du spatial, ça ne bougeait pas, c'était amortissable sur 15 ans, tandis que là on a des choses qui tournent. Bon, et on n'a plus la même logique, hein, si on en perd 10, ce n'est pas grave. Et s'il fait des dégâts, on ne sait pas trop où ils sont. Bon, ils ne sont pas tous contrôlables. Alors, d'un autre côté, ça amène des utilisations pour la Terre, pour la fracture numérique, qu'on ne peut pas contester. Hein. Il y a un véritable intérêt général, mais il faut faire un peu le ménage. Déjà pour la gestion du spectre, parce que j'en ai pas parlé du spectre. En fait, un satellite, ça fonctionne s'il n'y a pas de fréquence. Si vous pouvez pas, il n'y a pas de tuyau pour communiquer l'information, c'est le spectre électromagnétique, eh bien, il ne sert à rien. Et les fréquences, vous ne les obtenez pas dans le droit spatial, vous les obtenez à l'UIT. Et vous êtes obligé de marchander cela avec d'autres utilisateurs. UIT, Union internationale des télécommunications. Voilà. C'est l'opérateur mondial des télécoms. Voilà, l'autorité mondiale. Et donc, et puis il y a aussi un risque, mais qui est important aussi pour notre société, là, pour nous citoyens, c'est une dominance informationnelle du privé. Ces gens-là viennent du digital avec un système d'information, de localisation, d'observation, de télécommunication, ils ont toutes vos données, ils savent où vous êtes, eh bien, ils contrôlent tout. Et il y a cette notion de dominance informationnelle qui est très, 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 très forte et qui doit nous interpeller. Enfin, l'installation des bases habitées permanentes sur la Lune, sur Mars, bon, elle pose la question de l'appropriation de fait.
qu'elle soit privée ou publique. La pollution des environnements vierges, parce que là aussi, pour la science, tout ça, c'est un vrai souci. Alors, j'arrive plus à passer. Il paraît que ça bug de temps en temps. D'accord. Ton temps était écoulé. C'est écoulé? Bon, ben, je ne sais plus ce que je devais dire après. Et tu devais faire des propositions. Voilà. Ouais. Bon, alors, ça tombe bien, c'était la conclusion. Ah, oui, j'en ai parlé. Oui. Eh bien, donc, comment sortir de tout ça? Déjà, en fait, les principes du traité de 67, ils s'avèrent robustes. Et dans tout ce que je viens de dire, il n'y a rien qui ne soit pas déjà traité par un principe qu'il faut certes approfondir, mais il n'y a pas à négocier de nouveaux principes. Et ça, c'est important dans le droit. En revanche, le droit de l'espace, qui, comme je vous l'ai dit, s'intéresse qu'aux objets, doit s'ouvrir vers d'autres droits, notamment le droit des applications, et puis lui-même doit s'étendre sur sa propre champ, sur j'en ai parlé, la responsabilité pour faute, la responsabilité quasi contractuelle, c'est l'assistance. Et puis, il va falloir développer un droit spatial économique, pas simplement un droit administratif qui s'intéresse à la sécurité des systèmes et la collision, mais un droit économique. Il y a une notion qui est importante aussi, là, qui est peut-être originale ici, c'est cette notion de protection des investissements spatiaux durables. J'ai bien dit durable, parce que pour ceux qui sont conformes au principe de responsabilité, mais il y a vraiment un besoin aussi vis-à-vis du secteur privé de protéger l'investissement, parce que c'est des investissements qui sont tellement énormes qu'ils ont besoin d'être protégés juridiquement. Alors, j'en avais parlé, mais ça fait toujours un petit peu, c'est peut-être politiquement incorrect, mais ne retenez pas la solution dans son contenu, mais dans la forme. C'est la raison qui a justifié au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, pardon, les compagnies des Indes. C'est qu'il fallait un cadre juridique pour encadrer les activités privées, le verre à moitié vide, à moitié plein, mais ça avait le mérite au moins de les encadrer. Il faudra aussi envisager des systèmes de concession, de durée limitée, sur des assiettes limitées, pour que l'on arrête de se bagarrer sur cette histoire d'appropriation ou pas des ressources. À partir du moment où ça sera limité, autorisé, encadré, dans le respect de la protection planétaire, bien évidemment, il ne devrait pas y avoir de problème. Et bien, pour conclure tout ça, eh bien, ça amène une relance, c'est pas le plus simple, mais une relance de la coopération internationale et qui, là, s'établirait aussi en concertation avec les acteurs privés, pour autant que ceux-ci soient représentatifs et acceptent aussi de se mettre à une table, parce que c'est la difficulté. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on va passer tout de suite aux questions de la salle, si vous en avez, pour ne pas vous frustrer. Et donc, j'ai la possibilité. Voilà, il y a un micro, donc si vous avez là, voilà, je vous en prie, là-haut, monsieur. Attendez le micro puisque nous sommes enregistrés, donc il faut. Oui, merci. J'avais une question pour Philippe Clerc concernant la dernière intervention. Vous n'avez pas parlé des accords Artemis. C'est la planche qui a sauté. Ah, c'est la planche qui a sauté, d'accord. Du coup, j'étends votre... Tu as des alliés dans la salle. C'était pas planifié. Mais voilà, je voulais savoir un petit peu, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui, pour le coup, vient d'un État, vient pas de l'ONU, si j'ai bien compris. Et c'est quelque chose que, si je ne me trompe pas, la France a signé d'ailleurs. Ouais. Et je voulais savoir un petit peu ce que ça avait de nouveau par rapport à la législation existante, et si c'était un modèle qui était amené à s'étendre finalement dans le futur. Alors, pour les non-spécialistes, bon, l'accord Artemis, c'est un accord sous l'égide des États-Unis pour l'exploration Lune et Mars. Le schéma antérieur, le modèle actuel que l'on connaît bien, c'est celui de l'ISS, la Station spatiale internationale, qui est un modèle multilatéral et qui, pour des circonstances géopolitiques, avait associé, mais ce n'était pas le début, ce n'était pas la première version, avait associé les Russes au moment où ils éclataient, enfin l'URSS éclatait. C'est une façon de les faire rentrer dans le rang. Bon, tout le monde a joué le jeu, et c'est une exception peut-être que nous avons eu d'un accord multilatéral aussi élargi entre tous les blocs. Enfin, encore que les Chinois n'y étaient pas.
Alors, mais déjà, à l'époque, si c'est le côté un peu distribué américain qui vous interpelle, c'est que déjà à l'époque, bon, il y avait cet accord intergouvernemental où on était tous censés être égaux, mais dans la mise en œuvre, c'était chacun passait un accord avec la NASA. Donc déjà, on était... Alors ensuite, bon, l'autre critique qu'on fait à ces accords Artemis, je ne parle pas du bien, parce qu'il a cet avantage de relancer la coopération. L'autre critique, c'est d'avoir été un petit peu, d'avoir écarté l'accord sur la Lune. L'accord sur la Lune sur la question de l'appropriation. Hein, et il a été porté au départ sous l'administration de Trump qui disait, bon, bah, tout ça, c'est de la rigolade, il faut qu'on puisse s'approprier parce que c'est bon pour le privé. Là, la version actuelle, elle est beaucoup plus floue. Enfin, elle se réadosse au traité de 67, au principe de non-appropriation, et puis elle aménage les conditions d'exploitation. Donc, c'est plus raisonnable sur le contenu. Après, voilà, c'est toujours mieux que rien. Et ça permet d'y aller à plusieurs. Et puis, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. La question, c'est peut-être la position de l'Europe. C'est qu'on est... mais ça, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Hein. On y a été en ordre dispersé, mais on va certainement se refédérer au sein de l'ESA. Après, la question, c'est peut-être le précédent juridique. Bah, pour l'instant, je ne sais pas trop. On dit... Enfin, il y a beaucoup de ces procès d'intention, mais quand on lit le texte, oui, moi, je ne trouve pas quelque chose qui me fait sauter en l'air. Alors après, le diable est dans les détails, mais tout dépend de comment ça sera mis en œuvre. Donc peut-être que ce qui est un peu surprenant, c'est que ça émerge pas de l'ONU, contrairement au texte de... Ah, mais l'ONU n'a jamais fait émerger quoi que ce soit. Enfin, elle n'est pas pour ça. Hein. Elle n'est pas là pour ça. Elle permet éventuellement de donner un avis, elle a fixé le traité, mais elle ne fait pas quelque chose d'opérationnel. Là, il s'agit d'un projet opérationnel qui a besoin d'un accord pour la responsabilité, pour le financement. Et l'ONU, elle ne sait faire que du papier, de la norme. Sauf à considérer l'apparition d'un nouveau type de droit, qui serait un droit différent, ce qui est revendiqué par ailleurs sur un certain nombre de problématiques environnementales. Alors, oui, quand même, j'ai passé la Lune, effectivement, sur la Lune. C'est vrai que ça a enterré l'accord sur la Lune 79. Alors pourquoi cet accord sur la Lune, il était déjà remis en cause? Premièrement, il n'était pas ratifié. Donc un traité, j'ai parlé de droit conventionnel, si ce n'est pas ratifié, ça ne vaut rien. Par les grandes puissances spatiales. Ça, c'est la première chose. Mais je dirais que c'est du juridisme. L'autre élément, c'est plutôt sur son contenu. Il disait, bon, on n'a pas le droit de s'approprier les ressources, sauf si c'est sous le couvert d'une organisation internationale à définir. Pour moi, juriste, ce n'est pas du droit. On ne peut pas dire vous n'avez pas le droit, sauf s'il y a quelque chose. On ne spécule pas sur le futur. Ils n'ont pas donné, ce texte lui-même ne donnait pas les règles. Donc c'est pour ça qu'il a jamais, il est un peu morné, quoi. Mais on va le refaire, je pense. Merci pour cette question. J'aurais peut-être une petite question d'ordre méthodologique à Patrick, enfin méthodologique, de méthode d'exploration et de collecte de données et de connaissances. Tu as montré tout à l'heure des images qui procédaient à la fois de la collecte de données par des sondes, mais aussi par le satellite Hubble. Comment s'établit justement, par le télescope Hubble, comment s'établit justement cette part des choses entre un moyen comme Hubble ou comme James Webb, dont on parle énormément aujourd'hui, en disant qu'il révolutionne un peu la manière de recevoir des données, alors sans doute des fractions de l'univers beaucoup plus distantes que le système solaire, mais comment s'établit un peu le travail entre les sondes et les observations qui ne sont pas mobiles, hein, et qui sont depuis très longtemps utilisées pour essayer de comprendre la planétologie. Est-ce qu'il y a là des grandes nouveautés à attendre de la part de nouveaux moyens d'investigation comme des grands télescopes ou pas du tout? Pardon, c'est une question vraiment de néophyte. Hein. Mais comme nous sommes à la fête de la science, c'est toujours bien aussi de parler de moyens observationnels. Si, en fait, tout moyen observationnel est bon à prendre. Toute nouvelle capacité d'acquisition d'informations va a priori permettre de faire des choses même qu'on n'a pas prévues. Il y a des choses que James Webb Télescope, par exemple, va permettre de faire qu'on n'a pas forcément prévu au départ.
Et là, on voit les résultats vraiment des projets discrétionnaires qui ont été un peu poussés au départ pour en faire la promotion, en quelque sorte. Il y a des choses qui sortent qui sont assez remarquables. Mais, Notamment parce que dans James Webb, vous savez, James Webb, on commande en quelque sorte des moments d'observation et voilà, on commande des manips. Et il y a toute une partie qui vise justement à essayer d'identifier on a toujours de l'habitabilité. On a toujours observé les autres planètes avec des télescopes au sol. Et on continue de le faire, même si, de façon logique, on obtient de résultats moins... complètement différent par rapport à ce que l'on fait avec une sonde spatiale. Maintenant, quand vous avez un rover qui arpente quelques kilomètres par an d'un secteur de la planète Mars, vous répondez pas du tout aux mêmes questions scientifiques qu'un télescope qui va voir l'ensemble du globe planétaire ou une portion de l'atmosphère pour essayer peut-être de détecter la présence d'un gaz donné. Mais ça se fait encore. Pour ce qui est de ces instruments type Hubble ou James Webb ou d'autres télescopes qui seraient sur Terre, par exemple les télescopes Keck à Hawaï, ou le VLT européen au Chili, ce sont des instruments sur lesquels qui sont partagés dans la communauté scientifique, que ce soit les astrophysiciens, les planétologues éventuellement, ou toute autre personne qui a envie de l'utiliser. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez des gens qui gèrent ces instruments-là et qui tout simplement reçoivent des propositions, de demandes d'observation, et font le tri, mettent les gens à la queue les uns après les autres en fonction du mérite scientifique et en respectant aussi sur les projets internationaux un certain pourcentage qui est en général au prorata du financement apporté par les différents on va dire, secteurs géographiques qui ont pu financer ces instruments-là. Mais on peut a priori attendre des choses de nouveaux télescopes. Évidemment, oui, comme je disais, on ne répond pas aux mêmes questions. Je ne sais pas si ça... Oui, tout à fait. Et peut-être juste avant de prendre une autre question, Isabelle, très brièvement, pour rappeler aussi les différentiels de financement des explorations spatiales menées par les différents États et peut-être par les acteurs du New Space, parce que là aussi, il ne faudrait pas croire qu'on a une parfaite homogénéité des investissements financiers des uns et des autres. Oui, alors ça, c'est assez simple. Il y a un investisseur absolument exceptionnel dans l'espace, aussi bien pour l'exploration que pour les lanceurs et que pour les activités, et ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont commencé à monter véritablement de manière assez vertigineuse dans leurs investissements spatiaux au moment de la course à la Lune, donc au début des années 1960. Et aujourd'hui encore, les États-Unis investissent à peu près 50 milliards de dollars par an, donc plus de la moitié rien que pour le spatial militaire. Mais ça veut dire derrière beaucoup de recherche et de développement et beaucoup de tentatives de mise en place de systèmes innovants. Hein. C'est ça qui coûte extrêmement cher. Donc il vous reste à peu près, on va dire, 22-23 milliards de dollars pour l'espace civil, dans lequel il y a les projets comme la station spatiale qui est toujours financée et la station spatiale lunaire. Les deuxièmes contributeurs derrière, ça va être l'Europe ou la Chine. On ne sait pas trop parce que la Chine ne donne pas véritablement son budget spatial, mais d'après ce qu'on peut reconstituer, on s'entend à peu près tous pour dire qu'on est entre, on va dire, 13 et 15 milliards de dollars. Donc, on est quand même très nettement en dessous de ce que les États-Unis investissent, surtout si vous comptez que nous, on est en croissance d'augmentation, la Chine plus que nous encore, et que les États-Unis, eux, ils sont toujours à plafonner à 50 milliards de dollars depuis 60 ans. Donc, si vous voulez, bien évidemment, quand les États-Unis ont peu l'idée que le spatial et l'espace, c'est leur domaine naturel d'activité, quand ils parlent de space control, quand ils parlent de space power, etc., ça correspond aussi à une réalité de l'investissement. Une anecdote, récemment, je discutais avec un collègue américain du coût de la station qu'ils envisagent, et enfin à la fois la station qui sera autour de la Lune et la base sur la Lune. Et je disais, mais quand même, parce que les retombées économiques et les enjeux scientifiques ne sont pas extrêmement prouvés, je disais, mais enfin, quand même, avec la situation actuelle, tu penses que pendant combien de temps encore le contribuable américain il va être prêt à payer pour ça? Enfin, comment vous allez le justifier? Et il me répond, mais ça coûte pas cher. Je m'étrangle un peu, je lui dis, comment ça coûte pas cher? Il me dit, ben non, ça coûte 12 milliards de dollars, c'est l'équivalent de ce qu'on a avec le spatial habité. Et je lui fais un grand sourire, je lui dis, oui, 12 milliards de dollars, c'est la totalité du budget européen. Donc les nationaux, l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne. Donc
Et il m'a regardé tout aussi surpris que je l'étais. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît les chiffres l'un et l'autre, mais on ne mesure pas ce que ça peut signifier en termes de logique derrière. C'est-à-dire que pour eux, ben oui, c'est normal, on va sur la Lune, ça fait partie du budget, ça fait partie de... Et l'Inde, c'est à peu près Alors 1 l'Inde, milliard. c'est autour de 1 milliard, donc on est milliard. très très loin. Et la Russie, qui a longtemps été autour de 3-4 milliards, c'est-à-dire comme le Japon, mais la différence, c'est que la Russie fait quand même des choses beaucoup moins sophistiquées, mais elle fait vivre des hommes dans l'espace, que ne fait pas le Japon, qui a fait le même choix que l'Europe de ne pas avoir de capacité autonome. Et donc la Russie, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais pas seulement pour des histoires de budget, aussi parce que la situation va être très compliquée. Et pour des acteurs privés, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en enveloppe d'investissement? Alors, en enveloppe d'investissement, c'est difficile de savoir parce que je n'ai pas l'impression qu'il communique beaucoup dessus, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Elon Musk, lui, il vit de facilement, je pense aujourd'hui en termes d'achat de lancement entre la NASA, le Pentagone, et s'il obtient le contrat pour l'atterrisseur lunaire, etc., ça va se chiffrer en milliards de dollars. Donc c'est aussi en dizaines de milliards de dollars. Oui, c'est de l'argent. Public, c'est cet argent public. Ouais. Donc, Elon Musk, il faut bien voir qu'il y a l'argent public qu'il reçoit et qui lui permet de faire fonctionner. D'ailleurs, le coût du kilo en orbite, quand Elon Musk annonce un coût du kilo en orbite, c'est plus cher pour la NASA et pour le DOD, au motif qu'ils ont des conditions préférentielles, etc., qui sont des formes de subventions masquées, sur lesquelles nous, les Européens, on revient pas mal. Donc ça, je pense que tu peux dire un mot là-dessus. Oui, d'ailleurs, le patron de l'agence de la NASA disait le New Space, c'est une nouvelle façon de passer des contrats. Ouais, et en fait, ce qui a fait la compétitivité d'Elon Musk, c'est en début 2000, le fameux programme COTS, il fallait remplacer l'approvisionnement de la navette qui était fait par Soyuz par un système américain. Et les Américains avaient en face à eux, le gouvernement, Boeing et Lockheed, qui s'étaient mariés entre eux, qui faisaient un monopole. Ils avaient un monopole légal parce que le gouvernement américain était obligé de leur acheter. Donc les prix étaient complètement démesurés. Et Elon Musk a été encouragé. Et en fait, la différence de modèle, c'est qu'il vendait un service sur le papier. Je vous vends, dans 10 ans, je suis capable de vous faire tant de capsules, tant de lanceurs. Il n'existait pas. Et il a financé le développement sur les avances qui touchaient chaque année. Donc, en fait, certes, c'est un contrat d'achat, alors que nous, en Europe, on fait encore des subventions ou des contrats qui visent à développer un prototype qui va après à l'industrie. Mais là, il a été préfinancé dès 2000 et il a développé toute sa base technologique sur ces fonds de la NASA. Il y aurait beaucoup à dire effectivement sur ce changement de modèle entre l'ancienne phase avec le modèle de l'ingénierie subventionnée, en quelque sorte, qui constitue des monopoles de fait, et le nouveau modèle qui est celui des startups de la tech, et notamment du numérique, qui vendent un service sans qu'on se soucie trop d'ailleurs des conditions de vente de ce service et de ce qu'il y a derrière. Et Musk est très fort là-dessus, comme on vient de le voir aussi dans sa proposition de rachat de Twitter à 49 milliards de dollars, je le rappelle. Il y avait une question ici, je crois. Ouais. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur les questions de droit du spatial et notamment sur cette question de droit territorial et sa potentialité d'application. Quand on voit aujourd'hui des acteurs comme la Chine ou la Russie qui s'affranchissent plus ou moins du droit onusien sur l'appropriation de territoire, et des acteurs occidentaux qui vont avoir peur de déclencher, par exemple, des guerres pour les en empêcher. Je parle de la Chine à Taïwan ou en mer de Chine et donc de la Russie en Ukraine. Si ces acteurs-là, qui sont aussi des acteurs donc, de l'espace, pratiquent la même chose, dans quelle mesure les États-Unis ou l'Europe vont s'y opposer de peur de rentrer dans des conflits qui ne pourront pas mener à bien? Mais on n'a pas encore d'exemple réel on est un peu dans le spéculatif, mais il n'y a pas encore, à ma connaissance, d'appropriation réelle d'un corps céleste. Et le fait d'être présent dessus ne veut pas dire que vous appropriez. Quand vous êtes dans la mer, ou quand même si vous stationnez, ça ne veut pas dire que vous êtes propriétaire du sol autour. C'est qu'on a ce débat un peu idéologique et puis qui perturbe toute réflexion à mes yeux. Hein. C'est quoi la propriété? C'est un droit perpétuel, illimité, transmissible. Ça n'existe plus. Même du temps de Napoléon, ça n'a jamais existé. On n'a pas arrêté de limiter le droit de la propriété. Vous êtes propriétaire d'un champ maintenant, ça rime à rien.
Vous êtes obligé, vous ne pouvez pas l'exploiter vous-même si vous n'avez pas le diplôme. Vous êtes obligé de le louer à ceux qui... En fait, il y a un droit qui s'est greffé sur la propriété, qui le vide de son... Alors, on est sur les principes. Mais il est clair que personne n'a revendiqué la propriété, en tout cas. Personne n'a jamais revendiqué une quelconque appropriation territoriale. Comme... je ne sais pas. C'est pas la peine. Mais d'un autre côté, quelle est l'utilité? Enfin, après, si on vient vous êtes campeur, on vient vous embêter, c'est le droit de la responsabilité, même si vous n'êtes pas propriétaire de l'endroit où vous campez. Le droit ne se limite pas à la propriété. Je dirais même, depuis le droit à la propriété, c'est le droit le plus primaire en termes de peut-être une petite demande de précision complémentaire. Isabelle, tout à l'heure, tu as évoqué dans le budget 50-50 pour le militaire versus le civil. Tout ce que l'on vient de dire, est-ce que ça s'applique aux objets spatiaux militaires? C'est-à-dire, c'est exactement le même type de droit? Oui. Absolument. La seule différence, les États répondent de leur... Les États répondent pas. Et la seule différence entre le spatial civil et le spatial militaire, ce sont les commanditaires et les utilisateurs. C'est-à-dire qu'un satellite militaire d'observation, il ne va pas diffuser ses images, il va les garder, on ne sait pas ce qu'il fait, etc. Un satellite civil, il va vous donner gratuitement les images si les gouvernementales prenaient Copernicus, puis il va vous les vendre si c'est une société privée. Et tous les engins dans l'espace sont immatriculés avec les mêmes règles, ont les mêmes règles de responsabilité qui s'appliquent, et les États sont responsables. La fois où le satellite soviétique Rorsat, qui était un énorme satellite radar que les Américains n'aimaient pas du tout parce qu'il était capable de localiser leur porte-avions assez facilement, a eu des problèmes et son réacteur, il a explosé, il est revenu sur Terre, le réacteur nucléaire a explosé au Canada, il y avait effectivement des déchets nucléaires sur le Grand Nord canadien. Les Canadiens ont ramassé à la balayette, non j'exagère, mais enfin, ils ont récupéré les morceaux et le gouvernement soviétique a payé. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Quand vous avez un acteur privé, il y a des systèmes de réassurance et de. Mais au final, c'est toujours l'État. Les principes sont les mêmes. Et puis même par rapport aux militaires et aux civils, c'est que la loi récemment en France, en février 2022, la défense peut réquisitionner de façon temporaire les systèmes civils pour des besoins de défense et redonner après le pouvoir au privé. Il y a des passerelles, quoi. Peut-être, Patrick, une petite question qui n'a peut-être pas lieu d'être. Est-ce qu'il y a une contribution des puissances militaires, enfin des institutions militaires à la recherche sur l'habitabilité des planètes? Est-ce que, par exemple, les militaires fournissent de la donnée ou coopèrent? Non, pas du tout. En revanche, pas du tout. Non, en revanche, il y a eu une mission à une époque pour des raisons. Parce que sur la connaissance de la Terre, stricto sensu, il y a eu des moments où il y a eu des échanges. Là, c'est très différent. Par exemple, si on prend le premier satellite d'observation de la Terre dont je parlais, Landsat, les militaires ont refusé que soient utilisés par l'industrie les capteurs qui avaient été développés pour faire de l'observation terrestre. Et ce satellite a utilisé les capteurs qui avaient été développés pour faire la cartographie de la Lune. Ça, c'est intéressant. Mais inversement, pour des raisons de fin des missiles, etc., à un moment, le département de la Défense s'est fait une petite mission type mission pas chère, et c'était à la mode à la NASA, autour de la Lune, qui était la mission Clémentine. Et cette mission Clémentine a complètement inspiré, a été réintégralement copiée dans la première mission indienne sur la Lune. Donc en fait, quand le militaire a développé, je dirais, des instruments via des industriels et des scientifiques, parce qu'on sait très bien que le complexe militaro-industriel américain, il intègre beaucoup plus largement que nous, et bien effectivement, les scientifiques, une fois que la mission est terminée et qu'elle n'a pas d'intérêt stratégique, sont libres de réexploiter les technologies qui ont pu être développées. Les exemples historiques qui me viennent, sur les interactions militaires scientifiques, il y en a un premier sur l'observation de la Terre, c'est le développement du premier satellite qui a mesuré l'altimétrie de la surface des océans, qui révélait, bien avant, c'était CISAT, à la fin des années 70. Et donc c'était un peu un démonstrateur, c'était plutôt civil. Et les données ont très rapidement montré qu'on arrivait à mettre en évidence avec la topographie de la surface des océans, la topographie du fond des océans. Et là, la Navy est tombée à bras raccourcis sur le truc, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé,
Mais au bout de 6 mois, il est tombé en panne. Oh, mais il est vraiment tombé en panne. Et il y a quand même des bruits de couloir qui datent de l'époque qu'ils n'auraient pas forcément eu le choix de le faire tomber en panne parce que les données publiques auraient permis à n'importe qui de se faire une carte pour ses sous-marins nucléaires aux petits oignons avec tous les obstacles du fond des océans. Donc il y a cette chose qui me vient. Et puis sinon, les militaires, alors des fois, ils ont développé tellement de choses, ils ont passé commande auprès des industriels et ils ont un petit peu trop de matériel. Et donc le télescope Hubble, tout porte à croire qu'il est dessiné sur le même schéma que les satellites KH-11 de reconnaissance militaire des Américains. Donc des satellites qui ont été conçus dans les années 70. Et le miroir Hubble, en gros, au lieu de regarder la Terre, oui, exactement, il regarde l'espace. Et alors après, bien sûr, les instruments sont des instruments d'astrophysique. C'est pas des instruments simplement visuels. Et d'ailleurs, ils ont encore le même schéma qui s'est reproduit. Le département de la Défense a légué au moins un miroir qui devrait être utilisé pour faire un nouveau télescope spatial dans la décennie en cours. Et leur force, c'est la rentabilité à travers les industriels. Parce qu'au passage, c'est un industriel qui a fait payer à la Défense le premier prototype et qui ensuite obtient l'autorisation de faire un deuxième miroir ou un deuxième instrument qui va lui coûter beaucoup moins cher et qui va revendre au secteur civil et qui pourra donc être ouvert à d'autres usages. Ça, je dirais que c'est la spécificité. Il n'y a que les États-Unis qui font ça. Ni la Chine ni la Russie ne savent le faire aujourd'hui. Donc cette question n'était pas complètement infondée, elle était naïve, mais finalement on arrive à dire beaucoup de choses, effectivement, notamment sur le fameux complexe militaro-industriel américain qui est très spécifique, effectivement, comme tu viens de le rappeler. Nous avons le temps éventuellement pour une dernière question, je vous en prie. Non. Bonjour. Okay. Ma question, c'est dans quelle mesure, dans le contexte du changement global, vous pouvez nous rassurer ou nous rassurer un peu sur le fait que les États ou le droit puissent nous protéger quant au fait que l'activité spatiale, elle continue d'avoir lieu et pour des intérêts qui sont économiques et pas forcément pour les intérêts des générations futures. Et du coup, dans quelle mesure on peut s'attendre à ce que ces activités-là soient restreintes au minimum ou aux intérêts scientifiques ? Voilà, c'est une question importante parce qu'il y a effectivement toute une critique aujourd'hui de l'exploration spatiale ou évidemment encore plus de la conquête spatiale. On l'a vu à travers la déclaration des droits de la planète Mars, à travers la déclaration des droits de la Lune. Il y a toute une démarche pour mettre en question un peu les finalités et les modalités de cette exploration. Donc merci de poser cette question. Allez, chacun de vous trois pour terminer, pourra y répondre comme il l'entend. Isabelle, d'abord. Dans l'ordre. Je dirais qu'il y a un bon exemple, c'est l'exemple des débris. C'est la question de la pollution de l'espace, la question des règles de gestion du trafic dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui est sur la table depuis déjà quelques années. Le bon côté, c'est que, comme je le disais plusieurs fois, vous êtes interdépendants et une fois que vous avez pollué une orbite, même si vous êtes le premier venu, vous voulez continuer à utiliser cette orbite et donc vous allez faire attention à pouvoir continuer à l'utiliser. Donc ça, c'est d'une certaine façon la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une fois que vous occupez effectivement certaines orbites avec tous vos satellites et que vous-même assurez la gestion des uns par rapport aux autres, vous n'aurez pas forcément d'envie qu'il y ait d'autres qui viennent. Et là, c'est plus de l'usage partagé. Maintenant, et donc cette question de la pollution, c'est quelque chose sur lequel les agences spatiales font très attention depuis longtemps. Et pour l'instant, on arrive à quelque chose de stable puisque l'atmosphère fait en quelque sorte pyrolyse. C'est-à-dire que quand les satellites sont attirés par la Terre et qu'ils passent à travers l'atmosphère, ils brûlent et ils disparaissent. Le problème, c'est le temps que le satellite arrive de ses 10 000 km d'altitude jusqu'à l'atmosphère. Alors ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est la question un petit peu du coût carbone des activités spatiales. Si je reprends ce qui a été montré sur 3% de la masse d'un lanceur qui sert pour un satellite, c'est pas excellent. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, ce qu'il faut calculer, c'est des choses complètement différentes. Le coût carbone de la station, des satellites de la constellation Starlink d'Elon Musk, c'est hors de prix. Vous payez le lanceur, vous payez un satellite qui n'est pas durable, etc., etc.
un satellite géostationnaire de télécommunication qui dessert 2 continents pendant 25 ans, vous avez un excellent coût carbone. Donc là, c'est un discours, justement à Bordeaux, on y était il y a 2 jours, il se trouve par hasard, Philippe Claire et moi, et les industriels se saisissent beaucoup de cette question du coût carbone, parce que c'est aussi un argument de vente d'images, etc. Mais même si c'est du greenwashing, c'est quand même intéressant de voir qu'ils essaient quand même de réfléchir précisément à diminuer, puis s'ils arrivent à économiser de l'argent en dépensant moins en propulsion, ça les intéresse aussi. Donc je dirais que c'est important de poser et reposer cette question-là de manière à sensibiliser les gens. Et c'est un élément important. Philippe, peut-être si tu veux ajouter quelque chose. Moi, j'étais très positif sur le droit de l'espace. L'édifice est bien gardé. Après, qu'on ait des craintes, oui, mais pour l'instant, l'édifice tient le coup. Et je vois pas. Bon, Elon Musk, il est très encadré. Hein, il faut pas croire. Bon, il y a des débordements, mais comme toujours, ça fait partie aussi de l'innovation. Chacun appuie. Qu'est-ce qui est bon et pas bon quand on est dans l'expérimentation, mais on n'a pas de risque. Enfin, il y a effectivement les débris, mais c'est une partie de l'orbite. Puis je veux dire, il risque de se tirer une balle dans le pied parce que c'est lui qui exploite cette orbite. Donc après, si jamais il la rend impossible à vivre avec les collisions en chaîne, eh bien, il sera la première victime. Je pense que le système et les États sont responsables, malgré les déclarations. Dans l'espace, on ne s'est jamais fait la guerre. Non, le traité de l'espace, il a été fait en pleine guerre froide. Et les mêmes qui étaient derrière avec des missiles se faisaient la guerre par pays interposés, comme aujourd'hui en Ukraine, mais se coopéraient dans l'espace. Et la Lune a été l'exemple. Hein, la conquête de la Lune, c'était en pleine guerre froide. Et Kennedy avait même invité les soviétiques à la faire avec lui. Alors c'était très hypocrite, hein, ouais. Mais il a fait aux Nations Unies la déclaration proposant à l'Union soviétique, à Khrouchtchev, d'aller avec lui sur la Lune. Patrick Thelot, peut-être un mot si tu veux. Moi, j'ai plusieurs façons de répondre à ça. Sur la partie purement scientifique, l'exploration spatiale, si je regarde combien a lancé de Starlink Elon Musk cette année, c'est plusieurs milliers, je crois. Là, il en est à 4000. Il est bien parti. On a fait combien de missions spatiales d'exploration planétaire ou même d'observation de la Terre dans ce temps-là? Ça se compte largement sur les doigts de 2 mains, grand maximum. Donc, cette portion-là, moi, j'ai pas de problème pour qu'on la double, qu'on la triple. On restera toujours dans des activités du point de vue de la pollution, de la dépense carbone énergétique, qui sont tout à fait négligeables par rapport ne serait-ce qu'au fait que les gens changent trop souvent de chaussures. Donc là-dessus, c'est pas vraiment une inquiétude. Mais par contre, il y a aussi bien sûr tout ce que l'espace nous permet d'avoir comme service, nous sur Terre, que l'on trouve maintenant indispensable. Alors, moi, quand j'étais petit, pour me rendre quelque part, il fallait que je regarde les cartes, que je choisisse mon itinéraire, et qu'ensuite j'arrive à me repérer, éventuellement en emportant la carte avec moi. Maintenant, on a tous un smartphone dans la poche, connecté sur un réseau GPS, alors certes initialement militaire, mais qui lui-même nous permet d'afficher une carte, où on a avec Google Earth une imagerie satellite de résolution meilleure que le mètre qui nous permet de voir exactement où on est et où on va vouloir aller. Et on trouve ça super intéressant. Et c'est parce qu'il y a des dizaines de satellites qui, depuis longtemps, sont en opération et qui permettent ça. Donc il faut aussi que l'on discute, et là c'est le citoyen qui parle plus que le planétologue, il faut que tout le monde puisse être autour de la table. Qu'est-ce qu'on veut comme niveau de service ? Qu'est-ce que l'espace permet et quel niveau d'investissement et donc de pollution et de coût carbone et de coût matériel, énergétique on veut mettre dans la balance face aux services dont on veut pouvoir bénéficier. Et là-dessus, il y a encore un dernier aspect qui m'interpelle moi en tant qu'astronome amateur, c'est tous les satellites d'Elon Musk. Certes, sur l'orbite où il les lance, il fait attention, il voudrait éviter l'augmentation de débris potentiels, mais ces satellites polluent le ciel de tout le monde. C'est très faible. Ça se voit pas bien. On les voit. On a été impressionné au début par les lancements de satellites. Quand les satellites viennent d'être lancés, on les voit tous. Ils sont à très basse altitude. Ils sont en train de s'ouvrir. Ils reflètent énormément de lumière et on voit passer des dizaines de points lumineux dans le ciel comme ça. Après, ils montent et on les voit presque plus, sauf si on essaye d'observer le ciel au télescope. Et par rapport à ce que je pouvais observer il y a 3 ans et plus,
On peut passer une séance d'une nuit d'observation en été pendant 3 heures, on va regarder différents objets, on ne voyait jamais rien d'autre que les objets du ciel dans le télescope. Maintenant, c'est plus possible de rester 10 minutes sur un objet sans voir à un moment passer un truc. Et ça, c'est quand même un petit peu ennuyeux parce que c'est pas prévu dans le droit de l'espace que s'il y a un préjudice, à quel point on va pouvoir l'empêcher. Tout ce dont Elon Musk a besoin pour lancer ses satellites de télécommunication, c'est de licences sur les fréquences de communication. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation de faire des dizaines de satellites qui passent dans le ciel. Un peu comme un permis de construire. Hein. S'il y a un trouble de voisinage à d'autres, la licence, d'ailleurs l'ARCEP en France avait refusé Elon Musk dans un premier temps. Il y a une... Non, c'est couvert, mais après, voilà, c'est comme couvert, il y a une balance. Il y a des questions qui n'ont pas été posées, il y a des choses maintenant, on est devant le fait accompli. Et un pays où des gens ne seraient pas d'accord pour pouvoir passer les satellites au-dessus ne peut rien dire, puisque c'est à discuter avec... Oui, mais lorsque l'on vient aux licences, la France, quand elle a été amenée à autoriser Starlink, qui était déjà en vol, d'un moment, le Conseil d'État a dit non, les fréquences attendaient qu'il y ait une étude d'impact. Alors après, l'étude d'impact, elle a été... Oui, mais s'ils n'ont pas les fréquences, leur satellite ne sert à rien. Et puis, au bout de... Non, mais dans 20 ans, il n'y aura plus de satellite s'ils ne peuvent pas l'exploiter. Si toutes les... Non, donc toutes les législations, on donne des permis. Il faut déjà lancer avant d'avoir le permis. Et du coup, après, il y a eu un débat. Alors après, on n'est pas content ou pas de la décision, mais c'est encadré, ça reste encadré. Et il y a même un procès aux États-Unis en cours, justement, d'une association d'astronomes qui, lui, intente un procès parce qu'il change le ciel pour préjudice. Si, pour les services en Europe, il est bien obligé de passer. Mais pour arroser le territoire français. Mais ça n'empêche pas d'avoir lancé. Oui, mais il doit le faire partout, il va être embêté partout. Parce que tous les gens... Sauf si les gens ne... Oui, mais ils sont comme vous. Bref, belle question. En tout cas, il y a des Allemands aussi qui observent. Votre question est une très bonne question, mais mériterait presque un débat à part entière, où on pourrait rajouter aussi que la capacité même que nous avons d'appréhender le changement global est aussi liée à l'exploration spatiale, puisque c'est en partie grâce à ça qu'on a pu aussi modéliser le système Terre de manière beaucoup plus précise que ce que l'on faisait auparavant. Donc il y a aussi des intérêts cognitifs de connaissance et d'appropriation commune de cette connaissance à l'échelle planétaire. Mais à l'évidence, l'exploration spatiale ne pourra pas rester en dehors des réflexions sur le changement global et ses impacts et sur l'habitabilité planétaire. Et c'est très bien, et peut-être qu'une des choses sur lesquelles on pourrait tomber d'accord, c'est que pour que cette discussion publique ait lieu, il faut peut-être sortir du récit un peu naïf de la nouvelle frontière, de la conquête, qu'on nous sort un peu trop souvent, et revenir tout simplement à ce que nous avons expliqué, c'est-à-dire à une prise de conscience de ce qu'est cette exploration spatiale, de ses limites, de son encadrement actuel, de la nécessité de faire évoluer cet encadrement pour faire en sorte que l'espace reste un bien commun de l'humanité, ce qui n'est pas encore aujourd'hui totalement perdu, mais n'est pas forcément non plus complètement assuré compte tenu notamment des ambitions de certains. On a parlé beaucoup d'Elon Musk, mais il y en aurait d'autres. En tout cas, je vous remercie tous les trois de cette très passionnante conversation. Merci à vous, cher public, d'avoir été là et d'être présent au rendez-vous de la Fête de la Science. Merci à la bibliothèque universitaire de l'Université Claude Bernard de nous avoir accueillis, d'avoir organisé cette conférence, et au service ICAP qui a assuré l'enregistrement et la retransmission. Bonne fin de journée.